la première industrie à dire « nous, on veut sponsoriser les travailleuses étrangères » et que ce soit écrit sur leur permis qu'elles peuvent travailler dans plusieurs boîtes de nuit dans plusieurs villes. Alors là, ça a été les premiers, les pionniers à dire on veut un permis de travail sectoriel, multi-employeur. Ça a été l'industrie du sexe en 2005. Bon, tout de suite, je vous affirme que ça a été retiré. L'industrie du sexe n'a plus droit de sponsoriser les travailleurs étrangers. Cela dit, c'est quand même eux les pionniers. Depuis ce temps-là, le PATS a été consolidé, c'est-à-dire que maintenant, le permis de travail reflète la réalité, c'est-à-dire que sur les permis de travail du PATS, c'est écrit « peut travailler pour n'importe quel employeur autorisé dans le cadre du PATS ». Donc, c'est une liste d'employeurs autorisés, ce n'est plus un permis de travail qui est lié à un seul employeur. Aussi en 2007-2008, il y avait eu une tentative avec le secteur de technologie de l'information. C'était pan-canadien. C'était certaines occupations, ça disait vous pouvez travailler dans l'informatique, dans ces occupations-là à travers le Canada. Il faut croire que finalement, les grosses boîtes informatiques ont préféré retourner à des systèmes de permis fermés parce que ça n'a pas duré cet échange. Je pense que ça donnait une liberté aux travailleurs que l'industrie n'a pas appréciée. Actuellement, le seul permis, à part le PATS, qui est ce qu'on pourrait qualifier de sectoriel, c'est pour les aides familiales, c'est-à-dire que c'est un incitatif. Les aides familiales, pour obtenir le statut permanent, si elles travaillent dans une même occupation, soit pour des personnes âgées ou à besoins élevés, ou soit gardiennes d'enfants, elles peuvent obtenir le statut permanent, pas au Québec, mais dans les autres provinces. Et donc, il y a un incitatif à rester dans la même occupation pour avoir le bonbon du statut permanent. Cela dit, elles ont le droit de changer, d'appliquer pour d'autres permis, mais elles n'auront pas donc... mais c'est le seul, c'est dans le PMI, donc c'est un permis de travail qui permet un changement d'employeur au sein de la même occupation. Alors, au Canada, ce qui est intéressant, c'est que les employeurs agricoles, fermes, UPA, mais aussi à travers le Canada, depuis longtemps, adorent le concept sectoriel du PATS et ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas s'échanger les côtés Maltec. Alors, ça fait des années, ça fait au moins, je pense, 10 ans que c'est demandé par les employeurs des permis sectoriels au lieu de permis fermés. C'est beaucoup plus simple pour eux, pour les employeurs qui sont organisés. Comme je vous disais, dans le cas de l'informatique, visiblement, les employeurs n'étaient pas assez concertés, n'étaient pas assez organisés, mais dans le cas de l'agriculture, au contraire, on a des industries très concertées qui voient tout à fait les bénéfices d'y aller avec un pool au complet pour un groupe d'employeurs, plutôt que chacun ait ses travailleurs spécifiques fermés. Et ça fait des années qu'ils demandent. Et là, quand l'an dernier, le rapporteur de l'ONU est arrivé en disant « les permis fermés, c'est problématique », ça a été enfin la joie. Oui, on a la solution. L'UPA, ferme, sont allés voir la CAQ. On sait ce que ça nous prend. Ça nous prend les permis sectoriels, les permis régionaux pour le Québec. Et en fait, ils ont poussé beaucoup. Il y a eu une demande d'ailleurs à la ministre Richard à l'époque, d'accord, essayez de vous entendre entre vous, chers employeurs, est-ce qu'on peut trouver une solution au permis de travail fermé? Finalement, non, il n'y a pas eu de consensus. Autant les employeurs agricoles qui sont concertés, qui sont organisés, comprennent les bénéfices du pool, d'un pool de travailleurs captifs, autant les autres employeurs préfèrent avoir chacun leurs propres employeurs à eux. Il n'y a pas de consensus au Québec en ce moment. Par contre, le gouvernement fédéral a décidé d'aller de l'avant, non seulement à cause de l'ONU, mais aussi parce que nous, on en reviendra plus tard, mais nous, l'association, on est en cours contre le Canada pour faire abolir les restrictions au changement d'employeur, notamment le permis lié à l'employeur. Et donc, le fédéral a annoncé qu'il allait y avoir une transition, que les travailleurs agricoles et de l'agroalimentaire et des pêcheries allaient, d'ici, je n'ai pas la date exacte, là, mais d'ici peu, passer à des permis de travail sectoriels. Ça veut dire que les travailleurs seront autorisés à
travailler pour n'importe qui dans la liste des employeurs autorisés du secteur. Selon moi, ça va être aussi être régional, probablement, soit par province, soit par région de l'Atlantique. À suivre le détail exactement de quelle formule ça va prendre, mais on parle donc du gouvernement fédéral qui a déjà annoncé pour ces secteurs-là que ça s'en venait, et du comité sénatorial en mai, et récemment, la semaine dernière, du comité de la Chambre des communes, qui pousse en disant, remplaçant les permis liés à un seul employeur, au moins par des permis sectoriels, comme si c'était la panacée, tellement mieux, le win-win-win pour le travailleur. Et c'est là où nous, on voulait un peu aller fouiller sur cette question-là. Est-ce que c'est vrai que c'est à ce point-là meilleur pour le travailleur migrant d'être lié à un groupe d'employeurs au lieu d'être lié à un seul employeur? Comme j'expliquais, bon, on avait parlé des premiers résultats qu'on avait obtenus, c'était sur les travailleurs restrictifs. Je vous donne une citation, un exemple de ce qu'on avait eu comme nous avons toujours de la pression à travailler plus rapidement, nous n'avons même pas le temps d'aller boire de l'eau. Ça, c'était un peu le typique des témoignages qu'on était allé chercher quand on a fait nos entrevues côté permis restrictif. Et là, en fouillant, pour aller voir justement si ceux qui étaient liés à plusieurs employeurs et non pas seulement à un, si c'était un travailleur qui était lié uniquement à un seul employeur. Alors, on est allé voir. Est-ce que, puis je suis désolée, vraiment, ça s'est décalé, mais je tiens à la lire au complet. Alors, 10 ans pour le même producteur d'oignons, nous, les Mexicains, on se fait moins insulter. Les Guatémaltèques se faisaient beaucoup crier dessus et insulter. Car nous pouvons demander un transfert. Les Guatémaltèques ne peuvent pas. Ça nous a vraiment frappé dans notre vie. Les Mexicains le disaient, nous, on peut changer d'employeur, nous, on peut transférer. Puis c'était comme, ah, OK, il y avait vraiment une partie de, ah, mais c'est merveilleux, c'est super, donc pour vous, ça va bien. S'il y a un problème avec l'employeur, vous pouvez quitter et aller ailleurs. Mais c'est là où, en fait, quand on fouille, c'est pas aussi simple. Puis là, le Mexicain en question, on continue, il devrait nous donner des lunettes de protection. Lorsqu'on se réveille le matin, il y a tout plein de boue noire qui sortent de nos yeux. Même si le soir, on se lave très, très bien et on rince nos yeux, ça ne change rien. Il va toujours y avoir des débris dans nos yeux le matin. Ça fait mal, ça blesse nos yeux. Notre vrai superviseur, c'est les patrons. Et eux, ils criaient tout le temps, constamment, à journée longue, des insultes. Stupido, lento, animal, pendejo, puta madre. Il avait appris les insultes en espagnol. Il criait pour qu'on se dépêche. J'en ai encore des cauchemars. Ça me réveille la nuit. Alors, il y a une partie qui était... on se demande, OK, mais est-ce qu'on change d'employeur? Quand est-ce qu'on change d'employeur? Si toi, tu dis, moi, je peux changer d'employeur, mais je ne suis pas l'employeur. Disant, on doit toujours courir, on se dépêche constamment jusqu'à ce que nos doigts soient ensanglantés. Si on ne travaille pas assez vite, il te renvoie au Mexique. On ne peut pas avoir accès à de l'eau, seulement une petite bouteille, mais cela se termine rapidement, car il fait chaud et on sue, puis il n'y a plus d'eau après. Non, on ne peut pas aller aux toilettes, jamais. J'ai habitué mon corps à aller à la toilette 2 fois le matin, car c'est le seul moment où je peux y aller. Une fois, il y a eu une inspection. Ils ont amené une toilette chimique. Une fois l'inspecteur parti, ils l'ont enlevé. On ne peut pas aller à la toilette. On travaille avec des machines. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Arrêter les machines pendant qu'on va à la toilette? Jamais. J'ai eu une appendicite la première année. J'avais ignoré la douleur, mais là, je n'en pouvais plus. La patronne a dit de continuer à travailler. Puis, je me suis mis à vomir incontrôlablement. Je suis allée voir la patronne. Je lui ai dit, je suis mal. Elle me répond, tu crois que j'ai le temps de t'amener à l'hôpital? Je viens de revenir d'avoir amené un collègue à toi. Maintenant, toi, c'est pas possible. Finalement, elle m'a amené. Le médecin a prescrit des travaux légers pour les mois suivants, mais la patronne n'a pas accepté et m'a remis au même travail. Alors, c'est particulier parce que c'est des personnes qui disent, ils se sont fait dire, vous avez le droit de changer d'employeur. Mais ça continue, ils demeurent en emploi. Un jour, après 10 ans, il l'avait trop plu. J'ai dit une grossièreté au patron qui nous insultait. Il m'a répondu, je te renvoie au Mexique. Là, j'ai appelé une connaissance qui est venue me chercher, m'a hébergé. J'ai appelé ferme, mais ils avaient décidé de croire la version de l'employeur selon laquelle je cherchais le trouble. Grâce à de l'aide, j'ai pu demander un permis ouvert pour aller. Donc, on a ici un cas de Mexicain, de PATS, qui affirme nous, on est mieux traités parce que nous, on a le droit de changer d'employeur, les Guatémaltèques ne peuvent pas. Puis en même temps, c'est grâce
au permis ouvert en cas d'abus que finalement, il va y avoir une sortie, une fuite de l'emploi et de l'emploi. Pourquoi? Pourquoi, en fait, le Mexicain a été ça pendant 10 ans à accepter ça, de ne pas pouvoir boire de l'eau? En fait, il y en a un autre dont les paroles, je pense, sont assez explicatives. Oui, nous, contrairement au Guatémaltèque, on peut changer d'employeur. Mais là, encore la même chose, lui, il dit, oui, j'aimerais changer d'employeur. J'ai déjà été envoyé travailler dans les pommes. C'est plus relaxant, on n'est pas plié en deux, on n'est pas tout le temps à genoux. Mais je ne veux pas demander de transfert à faire au gouvernement mexicain. Je ne veux pas risquer de tomber sur un employeur qui ne me renouvellera pas. Donc, il y a une partie de, théoriquement, peut-être qu'ils savent qu'ils ont une liste d'employeurs qui existent, pour lesquels il y a peut-être un transfert théorique possible, mais la vérité, c'est qu'ils ne vont pas risquer de faire quelques demandes de transfert à l'employeur que ce soit. Permis sectoriel, donc ça a été mis en place en Israël depuis 2006. Ici, il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir sur les permis sectoriels en Angleterre, en Espagne, en Australie. Ce que ça dit, c'est qu'il y a un maintien de la non-liberté. Puis la question, c'est comment ça se fait que c'est maintenu la non-liberté si il est supposé avoir en théorie une mobilité au sein d'un secteur? C'est que, en général, un secteur, que ce soit une occupation, une région, un secteur d'emploi, c'est associé à donc un groupe X d'employeurs autorisés qui sont liés à une agence de placement. Il y a toujours une espèce d'agence qui est le centre, qui est le nœud, qui va permettre que ce soit sectoriel. Et donc, finalement, dans les faits, au lieu d'être liés à un seul employeur, ce qui se passe, c'est que les travailleurs sont liés à une agence. Mais c'est une agence qui les envoie à des clients. Mais, donc, dépendamment des différents permis, soit ils ne peuvent pas changer d'agence, puis ça revient à dire qu'ils sont au lieu d'être liés à ils sont liés à une agence, mais ils ne peuvent pas nécessairement négocier ou avoir un pouvoir par rapport au respect de leurs droits puis à l'amélioration de leurs conditions. Mais il y a aussi parfois, quand ils ont le droit de changer d'agence de placement au sein du secteur, là, ce qui est documenté, c'est plutôt une espèce de vide. Il n'y a personne qui est là pour les aider à changer. Mais c'est comme une espèce de vide institutionnel, là où il y a des individus qui vont arriver et dire hey, « moi, je peux t'aider à changer ». C'est là où finalement, il y a beaucoup de fraude et d'abus, soit de l'immobilité, parce que finalement, ils n'ont pas le support institutionnel pour des changements, ou, comme je disais, des fraudes, mais dans tous les cas, ce n'est pas une liberté sur le marché du travail qui est exercée d'une façon générale. Alors, je vais y aller vite, mais le rapport sera plus explicite. Donc, oui, permis sectoriel, en fait, ça maintient plusieurs problèmes au niveau de l'exercice des droits fondamentaux, en particulier la liberté, sécurité, justice. Donc, évidemment, non-liberté, c'est-à-dire que si quelqu'un, pour une raison X, tombe en amour et voudrait changer de région, ou un trauma dans son occupation et voudrait changer d'occupation, il y a une partie de la liberté fondamentale de l'individu, évidemment, qui est restreinte par le fait d'être lié à un secteur. Les permis sectoriels forcent les employeurs à se parler entre eux normalement, c'est-à-dire qu'il y a souvent, il va y avoir un plateau côté salarial. Alors, on vous dit, vous ne pouvez pas les payer moins que ça. Puis tout le monde se regarde en disant, OK, personne ne paye plus que ça non plus. Donc, au lieu d'être un minimum, ça devient le maximum, une espèce de toit au niveau des salaires. Donc, en termes de conditions et d'amélioration, il n'y a pas de possibilité au sein d'un secteur pour la négociation collective et l'exercice des droits. Évidemment, il y a toute la question du blacklisting, étant donné qu'il y a une plus grande collusion entre employeurs, le blacklisting est plus facile. Il y a deux niveaux de blacklisting qui sont documentés. Il y a ceux qui sont les travailleurs très, très efficaces, très, très, très bons, mais qui sont des leaders,
qui défendent les droits, souvent, eux vont être déplacés. Alors, on va utiliser, au lieu de les renvoyer chez eux dans leur pays, c'est plus qu'ils vont être déplacés ailleurs, dans un autre milieu de travail, pour un peu défaire le mouvement de mobilisation et d'éducation. Et l'autre chose qui est observée, c'est les accidentés, puis ceux qui sont lents. Eux, c'est les premiers, et ceux qui se plaignent. C'est les premiers, en fait, qui vont être, qui vont soit tomber sans statut parce qu'ils vont être exclus de la réembauche au sein du secteur, ou carrément, là, vont perdre, n'auront pas le renouvellement. Et donc, soit vont rester sans statut, ou soit vont être rapatriés. Non-liberté. Évidemment, ce sponsorship-là, ça reste un groupe d'employeurs qui sponsorisent des travailleurs à l'étranger. Donc, ça reste des personnes privées qui font affaire à des agences privées, puis on reste à, les personnes vont vendre le permis de travail canadien aux plus offrants à l'étranger. Il y a énormément d'intermédiaires qui peuvent et qui souvent se faufilent, alors que tout le monde se prend sa cote là-dessus. Les personnes arrivent très endettées souvent parce que ça reste un cadre de sponsorship privatisé. Mais il y a aussi, dans le pays ici, que, évidemment, tu es pris dans un secteur. Alors, parfois, au début, à un certain moment donné, il n'y a pas trop de travail, alors tout le monde, en fait, doit s'endetter parce qu'il n'y a pas assez d'heures de travail. Et puis là, ça change, puis il y a énormément d'heures, mais ils ne sont pas assez. Donc, au niveau du corps humain, c'est là où ils sont pressés comme des citrons, mais il y a une partie du fait qu'ils sont pris dans un secteur, il y a des risques d'endettement. Souvent, c'est ça, normalement, nous, quand il y a un problème quelconque économique, une baisse dans un secteur d'emploi, les personnes, naturellement, au niveau du marché du travail, se déplacent pour aller joindre les deux bouts en faisant d'autres choses. Ce n'est pas quelque chose qui est permis dans ce cadre-là. Bon, aussi, il y a le fait que ça peut maintenir des conditions archaïques par rapport aux autres secteurs, souvent dangereux pour le corps humain. Là, je pense aux milliers de poulets ramassés par nuit, par exemple, dans le secteur de l'attrapage. Alors, au niveau de la sécurité physique, il y a énormément de problèmes en termes de conditions de travail. Et même chose pour le psychologique. Dernière chose, il y a aussi toute une question de ségrégation en fonction du pays d'origine. Donc, les différentes poches sur le marché du travail, en fonction des secteurs et des régions, vont être de la discrimination souvent qui va affecter certaines minorités visibles provenant de certains pays plus spécifiques. OK. Là, je voulais juste rapidement passer sur les permis de travail ouverts dans tout ça. Quand on observe les travailleurs migrants qui ont un permis de travail ouvert, il y a une partie qui va beaucoup mieux, la partie du droit à la liberté, du droit à la sécurité est quand même l'exercice est plus facilité. Le droit de fuite, dont en fait Daniel et les autres parlaient, le droit de fuite est présent. Par contre, ce qu'on observe, je pense que ça confirme tout à fait le cas du programme de permis ouvert en Calabu, mais aussi les programmes de permis ouvert pour demandeurs d'asile et les programmes de permis ouvert pour époux et les programmes de permis ouvert pour les PVTistes. Il y a un abandon de l'État qui fait en sorte que, dépendamment des situations, dans le cas des demandeurs d'asile en particulier, il va y avoir beaucoup d'agences qui vont combler un espace, d'agences privées qui vont combler un vide étatique, et notamment en termes d'avance. Ils vont donner du cash, ils vont donner de l'argent à ces travailleurs-là, ces travailleuses-là, qui souvent vont la liberté et la sécurité va aussi être parfois remise en question à cause des questions de dette, d'endettement, et évidemment toute la question de la fraude, parce qu'ils sont justement laissés à l'abandon et sont donc hyper souvent abusés et fraudés. Le constat, en fait, côté recommandations politiques, c'est les permis ouverts, oui, c'est pas un luxe, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant.
c'est pas suffisant pour avoir un système de régime de permis de travail qui soit compatible avec les droits fondamentaux. En particulier parce que, comme la non-liberté des travailleurs, excusez-moi, la non-liberté, donc il y a la question de l'autorisation du permis de travail. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en lieu et qui font en sorte que quelqu'un peut être pris non libre et en condition d'esclavage moderne dans les cas radicaux. C'est le fait d'avoir un employeur sponsor. Donc, tout le sponsorship qui a été le cadre de sponsorship privatisé, qui fait en sorte que les personnes vont arriver plus ou moins endettées au pays, plus ou moins endettées auprès de certains recruteurs, certains agents, puis parfois même vont prendre des avances de leurs employeurs. Ça aussi, c'est problématique par rapport à leur liberté sur le marché du travail. Et aussi, il y a la question des clauses restrictives. Les employeurs et les agents peuvent mettre dans les contrats de travail des trucs comme si tu me quittes, il va falloir que tu me rembourses ton billet d'avion. Si tu me quittes, il va falloir que tu me rembourses tel prix que je t'ai donné de l'hébergement pendant les 4 premiers mois. Donc, plein de clauses qui font en sorte que tu signes ça, mais finalement, c'est des clauses qui vont empêcher les personnes de quitter ou qui vont restreindre le droit de quitter l'employeur. Donc, il y a différents éléments au niveau de la non-liberté sur lesquels il faut s'attaquer, pas seulement la question du permis de travail et de l'autorisation, mais aussi la question du sponsorship, puis aussi la question des contrats de travail plus ou moins, avec des clauses plus ou moins illégales, plus ou moins restrictives. Donc, on parle des permis de travail ouverts, et puis en fait, c'est ça, une recommandation, c'est que l'État redevienne un sponsor présent et avec très très important un programme de microcrédit pour que tous ceux qui débarquent ici, qui ont besoin d'un peu d'argent, programme d'insertion en logement, insertion en placement en emploi. Donc vraiment, on parle ce serait non-abandon. Donc ce qu'on faisait dans les années 40, dans les années 50, on faisait venir des dizaines de milliers d'Européens, mais on les faisait venir avec vous allez coucher ici les premières semaines, voici votre programme de microcrédit, vous devez rembourser le gouvernement canadien, vous avez 5 ans. Alors, c'est un sponsorship d'État pour faire venir des dizaines et des centaines de milliers de travailleurs, et non plus que l'employeur X aille s'importer 2 gars des Philippines, ou genre l'usine Y aille faire venir 200 Guatémaltèques pour son usine à elle. Alors, c'est de changer le cadre et finalement de pénaliser de façon beaucoup plus forte ceux qui mettent des clauses d'esclavage dans leur contrat de travail. Parce que malheureusement, il y en a qui débarquent, sont à Hong Kong, ils se font dire « Oui, viens-t'en au Canada, signe ici. » Et là, ça dit « Je m'engage à travailler pour toi pour 7 ans, sinon, je ne sais pas quoi. » C'est des clauses illégales, mais qui n'ont pas de force en droit, mais même à ça, sont souvent utilisées par les agents, les recruteurs et les employeurs sans scrupules. Donc, alors, pour finir, recommandation, liberté du travail, droit à la famille, évidemment, enfants, conjoints, et la question du statut permanent, parce que le permis de travail temporaire ouvert est problématique pour l'accès à la justice, et même pour pouvoir avoir une migration circulaire et pouvoir quitter le Canada quand on veut, ça prend un statut permanent de nos jours. Maintenant, on n'est plus dans les années 1910, quand on débarque en bateau pour toujours au Canada. En fait, près de la moitié des gens qui ont un statut permanent, 5 ans plus tard, ne sont plus au Canada. Je pense qu'il est important de repenser le statut permanent comme étant quelque chose de nécessaire pour l'accès à la justice, mais qui est différent de l'établissement permanent. Et ouais, je vais conclure avec juste un petit update sur donc, notre... on n'en parle pas. C'est-à-dire, ça c'est juste pour parler de notre action collective. C'est juste pour dire que donc, étant donné qu'en Israël puis ailleurs, ils ont contesté les permis fermés, seulement une seule mesure, le lendemain, les gouvernements changent la virgule puis refont un peu le même système avec une virgule différente. Nous, en ce moment, on est en cours supérieure, mais on est allé très large. Nous, ce qu'on comptait, c'est l'autorité de restreindre le droit de changer d'employeur, et non pas seulement le permis fermé, et non pas seulement le permis, mais aussi toutes les mesures qui indirectement vont lier les travailleurs à des employeurs spécifiques. Bas salaire, haut salaire. Et dernière chose, en plus de notre action collective,
Donc, on va commencer à penser à un monde meilleur. Parce que ça va faire tomber quelque chose, mais là, en ce moment, il y a plein de propositions de comment remplacer les permis fermés par des choses équivalentes, sinon pires. Alors, on se lance, nous, l'association, dans un processus, commencer à publier des synthèses, à diffuser des connaissances, mais surtout à faire des consultations pan-canadiennes pour aussi, on va comme lancer un processus pour pondre une déclaration des droits fondamentaux et un jour, donc, une politique alternative qui va être compatible avec les droits humains et un projet de loi. Alors, carrément, alors on va arrêter d'essayer de juste répondre au discours et au dialogue qui n'est pas basé sur les droits humains, qui est basé sur une politique de 1906, déporter les accidentés du travail, puis déporter les gens qui faisaient la grève parce que c'était des méchants internationalistes, syndicalistes. T'sais, on a encore ce système-là aujourd'hui, en 2024, mais il est temps de le repenser. Alors, c'est ça, elle a commencé à avoir une vision complètement différente. Puis pour le vote des femmes, ça a pris 40 fois, je pense, avant que le projet de loi soit adopté. Je ne sais pas ça va prendre combien de temps avant qu'un système d'immigration compatible avec les droits humains soit adopté, mais nous, on ne va pas attendre de se faire donner l'occasion, on va le développer, cette vision-là d'un système compatible avec les droits humains. Alors voilà, c'était. Alors, vous êtes invités, s'il y en a qui veulent venir faire la diffusion. Pas nécessairement de la recherche, on va faire une petite pause bientôt après avoir pondu ce rapport-là pour plus se lancer dans la diffusion des résultats puis la mobilisation pour un projet de loi. Alors voilà.